Alors, on parlait de permaculture. J'ai proposé il y a quelques années le terme de permaéconomie. La permaéconomie, c'est quoi? C'est l'idée d'avoir un système équilibré, finalement, dans lequel on a des systèmes à l'équilibre les uns avec les autres. Vous avez tous en tête ce schéma, vous savez, de la RSE, du rapport Brundtland, du développement durable, dans lequel vous avez une sphère économique, une sphère sociale, une sphère environnementale. Elles sont de même taille, elles sont à plat les unes à côté des autres. Il y a un petit moment où ça converge au milieu. Il y a un biais cognitif qui est dramatique avec ça. C'est que ça donne l'illusion quelque part que, mon cher monsieur, ma chère madame, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc il faut bien détruire un peu de biodiversité, bien détruire un peu de nature. Ça aide à renforcer l'économie et donc à satisfaire les besoins humains. Si on fait ça, on est foutu. Ces systèmes sont imbriqués les uns dans les autres. Et d'ailleurs, René Passé les décrivait comme ça dès 1972, donc bien avant le rapport Brundtland, en disant non, vous avez bien sûr une sphère écologique, une biosphère à l'intérieur, une espèce parmi d'autres, qui est l'espèce humaine, donc l'anthroposphère, et l'économie est un sous-ensemble, un sous-système quelque part, qui représente les activités humaines. J'ai proposé le terme de le remplacer par un sous-système permaéconomique, dans lequel finalement on fait tout pour diminuer l'intensité de nos besoins matériels et énergétiques. Donc on va s'inspirer du vivant par le biomimétisme, on va mettre en place l'écologie industrielle et territoriale, tous les piliers de l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, donc des nouveaux modèles de création de valeur qui vont reposer beaucoup plus sur la relation, sur la connaissance, sur la compétence, sur l'échange d'informations, que sur l'intensité matérielle. Mais il y a besoin d'une flèche retour. De même que le permaculteur, son obsession, c'est de nourrir le sol. Son obsession, c'est d'enrichir le sol de manière à préparer les récoltes suivantes. Et donc, il va accueillir la biodiversité sur son sol. Il va renforcer la biodiversité fongique, microbienne, animale du sous-sol. Ça va permettre au sol de mieux stocker les nutriments, ça va permettre au sol de mieux stocker l'eau. Et donc, il va être beaucoup plus résilient, pouvoir affronter les crises climatiques, les périodes de sécheresse, etc., suivantes, de manière beaucoup plus efficace. Et bien donc, à un moment donné, il va falloir réinvestir dans le capital écologique, dans le capital naturel, peu importe comment on l'appelle. C'est un bien commun. Et c'est un bien commun qu'on doit gérer ensemble. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas comment faire pour réinvestir dans les biens communs. Tiens, autre chose qu'il va falloir réapprendre à faire, ou apprendre à faire plutôt, c'est apprendre à investir dans les biens communs. Et ça passe par la coopération. On ne peut pas parler de biodiversité sans parler de coopération. Et donc, Christiane a parlé de permaculture. Permaculture par le jardin. Et effectivement, le jardin est un vecteur pédagogique extrêmement important. Mais la définition que donnait Bill Mollison de la permaculture, c'était quoi? C'était des principes éthiques et des principes de conception pour la conception et le pilotage de systèmes de production humains durables inspirés par les écosystèmes. Quand j'ai dit système de production humain durable, je n'ai pas parlé de système agricole. Et je peux très bien intégrer l'industrie, la fabrication d'outils, le transport, la logistique, la finance, l'éducation, la gouvernance. Tout ça, ce sont des piliers qu'on va retrouver dans la fleur de la permaculture. Les principes éthiques et les principes de conception de la permaculture sont suffisamment robustes pour être appliqués, et c'est leur vocation, à l'ensemble des activités humaines. Et dans ces principes de conception, moi je ne fais pas de distinguo entre permaculture et biomimétisme, pour moi c'est la même école de pensée. Simplement, la permaculture avait 30 ans d'avance presque sur le biomimétisme. Le biomimétisme a été conceptualisé par Janine Benyus dans les années 90. Là, on est dès les années 70 en Australie sur cette conceptualisation-là. Mais vous allez voir que intégrer plutôt que de ségréguer, collecter et stocker l'énergie, observer et interagir, utiliser et valoriser la diversité, utiliser les bordures et les marges, ne produire aucun déchet, tout ça, c'est finalement une préfiguration de ces principes du vivant qu'on va voir juste après. Et donc, quand on parle de régénération, vous en avez déjà entendu parler, je crois. Qu'est-ce qu'on va régénérer? Évidemment, on va régénérer des dynamiques vivantes. On ne va pas restaurer, on ne va pas réparer, on ne va pas revenir à un état précédent. Non, cet état précédent, il ne reviendra jamais. Par contre, on va régénérer des potentialités évolutives. On va régénérer des capacités d'interaction. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser. Encore une fois, on est dans une approche systémique. On ne s'intéresse pas aux individus, on ne s'intéresse pas aux entités, on s'intéresse infiniment plus aux relations entre les entités et les individus. Et de ces relations va émerger quelque chose qui va créer des fonctionnements nouveaux. Donc la régénération, c'est ça.
Et la régénération, c'est finalement de réintégrer dans notre pensée cette notion de commun. On l'a vu à travers les services rendus par les écosystèmes, toute la création de valeur par l'économie dépend des services rendus par les écosystèmes. C'est un fournisseur essentiel pour l'entreprise, c'est un fournisseur essentiel pour l'ensemble des humains qui mangent, boivent, respirent grâce aux écosystèmes, qu'ils soient anthropisés ou non, hein, bien sûr. Et c'est un fournisseur essentiel pour la société. Et on le voit d'ailleurs que des sociétés s'effondrent. Le cas Jared Diamond a bien documenté ça dans un livre qui s'appelle Effondrement. Des sociétés entières se sont effondrées parce que les écosystèmes sur lesquels elles reposaient n'ont pas supporté le choc. Simplement, on avait des effondrements locaux. Là, on est en train de parler d'effondrement potentiel global. Et donc, en économie, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à créer de la valeur? On réinvestit cette valeur. On réinvestit cette valeur dans le capital productif, c'est une obligation réglementaire. On réinvestit la valeur dans le capital humain, dans la connaissance, dans la cohésion, dans la motivation, dans le sens. On réinvestit cette valeur dans les communs sociaux. Et oui, ce mécanisme-là, il s'appelle l'impôt. Un des drames de notre monde aujourd'hui, c'est que j'ai jamais entendu un ministre ou un élu ou un candidat, quel qu'il soit, à un poste électif, nous dire que l'impôt était un mécanisme de réinvestissement. Systématiquement, on vous dit l'impôt est une punition, c'est une contrainte, et il faut le réduire. Maintenant, si on expliquait que l'impôt sert à rendre l'ensemble de l'écosystème économique plus productif, plus résilient, peut-être qu'on serait un peu plus motivé pour le payer. Mais je n'ai pas fait de flèche jusqu'en bas, parce que tout simplement, ça n'existe pas. Il n'y a aujourd'hui aucun mécanisme de réinvestissement dans le capital naturel. Il est à inventer. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas du tout. Il y a des expérimentations locales, il y a des secteurs d'activité qui commencent à réfléchir, notamment dans le secteur du tourisme. Mais globalement, c'est un peu en dessous des radars, ça n'existe pas. Donc régénérer quoi? C'est régénérer ça. Et alors un des constats que je voudrais faire aussi, c'est que finalement dans l'économie, et vous allez voir, je vais y revenir tout de suite, vous allez comprendre pourquoi je présente ça. Ça fait quelques années déjà que nous sommes entrés dans cette ère d'inversion des raretés. Alors c'est pas moi d'ailleurs, c'est un papier d'un certain Jean-Marc Jancovici et d'une certaine Dominique Dron, donc qui ont fait des belles carrières par ailleurs, qui est un papier qui date des années 90 déjà, et qui explique que finalement la révolution industrielle, celle de l'Angleterre du milieu du 19e siècle, elle puise son essor dans des conditions, dans un paradigme qui était d'un côté une abondance de ressources tangibles, physiques, naturelles, énergétiques, matières premières, etc. Et de l'autre côté, une rareté relative des ressources qui sont liées à l'humain, des ressources immatérielles, des connaissances, bien sûr, scientifiques. Au milieu du 19e siècle, on est à l'émergence de la science moderne. La somme de connaissances dont on bénéficie aujourd'hui n'était pas du tout le cas à l'époque. Mais aussi, les humains que nous sommes, les individus, étaient bien moins formés qu'aujourd'hui. Les femmes n'ont eu accès à l'université, à l'enseignement supérieur que vers 1870, et encore très progressivement, très lentement. Donc la moitié du potentiel humain était pareil en dehors des radars. Et puis l'agriculture avait été peu mécanisée, avait des rendements relativement faibles, donc l'essentiel de la main-d'œuvre disponible était réservé, entre guillemets, à l'agriculture. Vous êtes industriel à ce moment-là. Et il se passe un moment intéressant, c'est qu'on commence à faire des progrès dans la médecine. On commence à faire des progrès comme dans la qualité de l'alimentation. La population mondiale qui était presque stable depuis le Moyen-Âge, quand vous regardez toutes les courbes démographiques, c'est à peu près comme ça, d'un seul coup, vers 1840-1850, ça commence à ressembler à une exponentielle. Et bien tous ces humains qui naissent, il faut les habiller, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les équiper. Et là, on a besoin d'une industrie manufacturière qui est complètement émergente. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des ressources, vous n'avez pas de main-d'œuvre et vous avez des capitaux. Vous investissez dans des machines, vous mécanisez, vous multipliez par 200 en 50 ans à peine la productivité du travail. C'est-à-dire qu'un même travailleur va produire 200 fois plus de richesse en 1900 qu'en 1850. C'est la grande puissance et la force de l'industrie. Ça a extrêmement bien marché, c'était extrêmement efficace. Mais évidemment, la photo, quand on regarde aujourd'hui, elle est radicalement différente. Aujourd'hui, les ressources naturelles, les ressources physiques, tangibles, sont devenues rares, sont en voie d'épuisement. Pour certaines, sont déjà épuisées. Mais à l'inverse, et c'est la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que tout ce qui repose sur l'humain, la somme globale de compétences disponibles, la circulation de l'information, la capacité de travail et de coopération, elle est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le problème, c'est qu'on est toujours dans le même modèle et qu'on cherche toujours à faire des gains de productivité sur une ressource qui est pourtant devenue abondante. Regardez les algorithmes, regardez l'IA, etc.
On vous vend des gains de productivité, alors que le facteur limitant, c'est plus la créativité, c'est plus la capacité de travail humaine. Et on continue pour ça à surexploiter des ressources qui, elles, sont déjà devenues rares. Ben, peut-être qu'il faudrait trouver des modèles économiques qui créeraient de la valeur sur ce qui est abondant, sur la relation, sur la compétence, sur le partage d'informations, et qui seraient radicalement plus économes sur ce qui est devenu rare. Et vous allez voir que la réponse, elle n'est pas loin. La réponse, elle est juste dehors à côté. La réponse, c'est ce qu'on appelle les principes du vivant, les stratégies du vivant, peu importe. J'aime pas trop le terme de principe du vivant, mais stratégie, c'est pas parfait non plus. J'aime bien l'idée de règles de politesse, parce qu'en presque 4 milliards d'années, ces millions d'espèces qui coexistent aujourd'hui, elles ont inventé, par coévolution, hein, c'est une propriété émergente de la biosphère, des principes qui font qu'une interopérabilité et un fonctionnement ensemble est possible dans la même biosphère. Cette image-là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une forêt, peut-être. Moi, je vois une ville. Je vois une infrastructure. Je vois une ville qui est beaucoup plus inclusive que les nôtres d'ailleurs, parce que c'est une ville qui abrite des quantités d'espèces différentes et qui leur fournit des lieux d'activité, etc. Mais je vois une ville dans laquelle, tiens, les usines, elles sont dans la ville. Pourquoi? Parce qu'elles sont bien intégrées à la ville. Les centrales de production d'énergie, elles sont là. Cette ville, elle produit son énergie sur place, à partir de ces petits panneaux photovoltaïques dont le rendement est peut-être très faible, mais quand il y a moins de soleil et que les nuits rallongent, ces panneaux photovoltaïques, ils tombent à terre et ils sont décomposés très rapidement et ils viennent nourrir l'humus qui va nourrir des arbres, etc. C'est une ville qui va collecter son eau à partir de l'eau de pluie et qui va la stocker sur place dans le sol, dans le réseau du mycélium, dans les mousses, dans le feuillage, dans la biomasse. Et c'est une ville d'ailleurs qui régule elle-même la pluviométrie, puisqu'on dit hein, la forêt fait naître d'elle-même la pluie dont elle a besoin par l'évapotranspiration, par la régulation du climat. Donc c'est une ville qui produit son eau sur place et qui la recycle intégralement sur place aussi. L'usine de retraitement des eaux, elle est là. Pourquoi? Parce que les plantes, elles n'ont pas de pied. Les plantes, elles ne peuvent pas faire comme les animaux, aller manger à un endroit et puis aller faire pipi à un autre endroit. Non, les plantes, elles font tout sur place. Donc elles ont inventé, par symbiose et alliance d'ailleurs avec des bactéries et des champignons, toute une chimie du végétal qui permet de retraiter les eaux usées sur place, de séparer les toxines, de les transformer en choses utiles. C'est une ville dont les usines sont là aussi parce qu'elles fabriquent sur place l'ensemble des matériaux dont la ville a besoin à partir de ses propres déchets. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose dont on peut s'inspirer dans tout ça. Et enfin, c'est une ville hyper communicante. C'est une ville où toutes ces espèces sont reliées ensemble par des flux d'informations. Les arbres communiquent entre eux, s'envoient des signaux d'alerte, par les phéromones, les signaux chimiques, ou par le réseau souterrain du mycélium. Les arbres sont capables aussi d'appeler, par exemple, des insectes auxiliaires qui vont parasiter des chenilles, qui vont dévorer leurs feuilles. Donc on a une communication interspécifique qui est extrêmement dense. Alors là, on est un peu à la fusion des lois de Shannon sur la communication et des lois de la thermodynamique. L'enseignement qu'on en tire en écologie, c'est que plus un système vivant, en l'occurrence, est dense en échange, en flux d'informations, plus il va être efficient dans la conservation de l'énergie et de la matière. Tiens, il y a peut-être des enseignements à tirer de notre côté aussi. Et bien ça, c'est quelque chose qu'on appelle les principes du vivant. Alors, vous allez retrouver plein de formulations des principes du vivant. Il y en avait au moins 3 dans la littérature. Il y avait celle de Janine Benyus, par exemple, que vous avez dans votre carnet d'ailleurs, je crois. Il y avait celle d'Ogland et Dodson, qui est un petit peu plus complexe. Et puis on a une troisième dont j'ai oublié le nom. Et puis il y a celle qui vient de sortir, là, qui est de Butterfly School, qui essaye de faire une synthèse. Alors, on pourrait presque chercher un interpréteur. Hein. Ils sont tous dans tout, on va les retrouver. Mais par exemple, vous avez la singularité. Chaque arbre dans la forêt que je viens d'évoquer, il est singulier. Ils n'ont pas tous le même âge. Ils ne sont pas tous de la même essence. Et ces particularités font qu'ils vont remplir des fonctions peut-être un petit peu différemment. Et ils vont être adaptés à des variations climatiques un petit peu différentes. De cette singularité va pouvoir naître, paradoxalement, une diversité. Et on l'a vu, cette forêt est beaucoup plus inclusive, extrêmement diversifiée. Et là, on applique le principe de la permaculture, qui n'est qu'un principe du vivant observé dans les écosystèmes. C'est que chaque entité dans le système, chaque individu remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs entités. Ça vous donne un système qui n'est peut-être pas optimisé, mais qui est extrêmement résilient et extrêmement robuste. C'est l'interdépendance, c'est la décentralisation. Tiens, c'est qui le chef de la forêt?
Qui c'est qui décrète et qui appuie sur un bouton? Allez, maintenant c'est le printemps, j'appuie sur le bouton. Non, c'est un système décentralisé. Et tout ça va se coordonner de manière automatique. Et pour la petite histoire, si vous prenez diversité, décentralisation, création continue, la capacité d'apprendre d'un signal, de traiter le signal, de l'intégrer, d'en retenir quelque chose, et bien ça fait les résiliences des systèmes. Et ça marche dans les écosystèmes, ça marche dans les entreprises. Une entreprise où l'organisation va être décentralisée, où il va y avoir beaucoup de diversité et où il y aura une vraie capacité d'apprentissage et de traitement de l'information, va être beaucoup plus résiliente, adaptable et agile dans ce monde incertain. Et ça marche à tous les coups. Simple exemple, toujours sur la crypte des subprimes, d'ailleurs c'était intéressant, on s'est rendu compte que certaines salles de marché subissaient beaucoup moins que d'autres la crise économique. Et pourquoi? Parce que c'était les salles de marché où il y avait le plus de diversité humaine, en l'occurrence le plus de femmes, parmi les traders. Sinon, les traders, en général, c'est des hommes de 35 à 45 ans. Ils ont à peu près tous les mêmes cursus. Et donc, ils sont tous dans une espèce de dynamique de mimétisme. Si quelqu'un fait un truc, il doit savoir un truc que je ne sais pas, donc je vais faire pareil. On se copie les uns les autres parce qu'on est dans un climat hyper compétitif. Quand il n'y a pas beaucoup de diversité, c'est en général ce qui va se passer. Et ben, ces salles des marchés-là sont sujettes à des à-coups de flambée et de dégringolade extrêmement rapides. Vous mettez un petit peu plus de diversité, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Donc voilà quelques exemples de ces principes du vivant. Et je crois que c'est la conclusion de cette partie-là. Voilà, ce que je voulais vous montrer quand même, c'est ça, avant de vous donner la parole pour des questions. Je vous ai parlé de l'inversion des raretés. Voilà pourquoi je vous ai parlé de l'inversion des raretés. C'est que dans notre monde technologique, on se gargarise parfois d'être dans l'économie de la connaissance. En fait, non, pas du tout. Il n'y a toujours pas de croissance décorrélée d'une consommation d'énergie de matières premières. Par contre, dans le monde vivant, à travers ce goulet d'étranglement qu'est la faible rendement de la photosynthèse, et comme pour fabriquer de la matière dans le vivant, il faut de l'énergie, on est contraint à une grande frugalité dans le système vivant. Et cette frugalité, elle est compensée par une abondance informationnelle. Pensez simplement que, tiens, dans le vivant, c'est un peu comme un livre de cuisine dans lequel vous auriez 6 ingrédients, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore et du soufre. Et avec ça, vous fabriquez 97% de la biomasse terrestre. Un arbre, un individu humain, un insecte, un champignon, une bactérie, c'est les mêmes ingrédients. Mais la recette, c'est le code génétique. La recette, c'est immatériel. Hein. L'ADN, ça n'est qu'un support d'information. Eh bien, en diversifiant à l'infini la recette, vous pouvez être extrêmement frugaux sur la quantité d'atomes qui vont être mobilisés. Regardez notre monde technologique, on mobilise quasiment l'ensemble du tableau de Mendeleïev. Le vivant se construit sur des matériaux et des ressources abondantes. Le vivant, la chimie, elle est à température ambiante, à pression ambiante. Nous, on fait du carbone sous haute pression, à très forte température. C'est un petit peu plus compliqué à recycler derrière. Et les polymères, le vivant, c'est 3 polymères, des protéines, des polysaccharides, des chaînes lipidiques. Combien de polymères on met chaque année sur le marché? Alors qu'il y en a déjà des dizaines de milliers. Ce sera plus compliqué à recycler aussi. Donc, l'information. Encore l'information. On enchaîne? Je vais rentrer dans un peu de méthode maintenant. Ça va être principalement, et c'est la grande leçon du biomimétisme, comme celle de la permaculture d'ailleurs, la manière de se poser la question. Tiens, petite anecdote d'ailleurs, la méthode de design biomimétique qui est enseignée par l'Institut des futurs souhaitables et le CBIOS, et j'y interviens régulièrement, en gros ça dure 6 jours, on passe 3 jours à apprendre à nous poser la question. Parce que, pourquoi? Quand on veut faire du biomimétisme, par exemple, imaginez que vous vouliez fabriquer une nouvelle colle. Vous allez poser la question, mais où est-ce que je peux trouver un organisme qui peut m'inspirer de la formule d'une nouvelle colle? Et en fait, non, ce que vous voulez, c'est pas une colle, ce que vous voulez, c'est faire adhérer quelque chose sur un support. Ben, dans le vivant, il y a des tas d'autres stratégies, par exemple des forces de Van der Waals, par exemple, qui vont permettre de faire adhérer quelque chose sur un support. Et donc la manière dont on va poser la question souvent induit un certain nombre de biais. Et là, je vais vous poser 3 questions par rapport à notre rapport au changement. Ceux qui ont vu Le Guépard de Visconti, un personnage qui est joué par Alain Delon, le comte de Lampedusa, à un moment, il a cette réplique qui est devenue culte, célèbre, il dit « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Ça, c'est la traduction en français. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être que, d'abord, pourquoi changer? Et pourquoi changer? Mais il y a peut-être quelque chose qui ne doit pas changer, justement. Qu'est-ce qu'il faudrait absolument préserver, à tout prix? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est fondamental pour vous?
On peut prendre des choses comme, bien sûr, l'habitabilité de la Terre, mais il y a des tas d'autres choses que vous voulez absolument préserver peut-être dans vos organisations. Et là, la réponse, elle vous appartient. C'est peut-être la qualité de vie au travail, c'est peut-être la rentabilité de l'entreprise, c'est peut-être un type de clientèle ou d'ancrage territorial que vous voulez préserver. Peu importe. Mais posez-vous cette question-là d'abord. La deuxième question, c'est que du coup, une fois qu'on a clarifié ce qu'il faut préserver, qu'est-ce qui doit changer pour préserver ça? Donc, à quoi faudra-t-il peut-être renoncer? Quels sont les changements que nous sommes prêts à accepter pour préserver ce qui doit être préservé? Et enfin, une fois qu'on a clarifié ces deux premiers points, c'est la question de qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qu'on aimerait changer finalement? Qu'est-ce qu'on aimerait voir advenir comme changement dans notre environnement, dans notre écosystème? Ça a l'air bête comme ça. Mais souvent, on se dit il faut changer. Oui, mais changer quoi? Mais ça veut dire renoncer à quoi? Et qu'est-ce qu'il faut être important à préserver? On pose souvent les questions dans le sens inverse. On commence par qu'est-ce qu'on veut changer? Alors qu'en fait, non, la première chose à se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit préserver. Et après, les autres vont découler naturellement de tout ça. Je ne sais pas si vous voulez un petit temps d'intégration. On peut peut-être vous proposer un petit temps, pareil, pour échanger entre vous. Rapidement, hein, quelques minutes, sur, tiens, la première question. Qu'est-ce que vous voulez absolument préserver? Les autres, vous les poserez après. Alors ça, ce petit outil extrêmement simple, je vous le recommande notamment dans les situations un peu tendues où vous devez négocier quelque chose. Ça permet de clarifier souvent beaucoup de choses. Ça permet de lever des non-dits, des malentendus et d'obliger chacun, chacune à se positionner. Et c'est un outil de cartographie finalement, un de nos schémas mentaux. On en verra d'autres derrière. Parce que cette transition, j'ose à peine parler de transition, cette transformation, cette métamorphose qui vous attend, c'est comme un départ en voyage. Et il faut vous préparer à voyager léger. Et pourtant, les rêves, les désirs, cette chose dont les rêves sont faits, hein, c'est lourd. Ça pèse énormément. Et ça pèse énormément dans notre résistance au changement aussi. D'où l'idée de cartographier tout ça. Et un autre élément de cartographie, ou de compréhension peut-être, c'est la théorie de l'iceberg en théorie du changement. On est tous submergés d'informations, vous l'avez dit, sur les événements qui se passent. Et ce qu'on fait généralement, c'est plutôt de réagir à l'événement. C'est pas très productif, c'est pas très efficace, on se disperse beaucoup, on se décourage souvent à ça. Mais en fait, l'événement, il faut avoir conscience qu'il est révélateur de tendances qui, elles, sont silencieuses et qui révèlent des choses qui se passent de manière souterraine, invisible, parfois pendant des années. Imaginez un petit peu des plaques tectoniques qui vont pousser l'une contre l'autre, et puis tout d'un coup arrive le tremblement de terre. Mais si on avait vu les plaques qui poussent, on aurait su que le tremblement de terre allait arriver un jour. Il y a des crises sociales qui s'expliquent comme ça. Il y a des crises économiques qui s'expliquent comme ça aussi. Donc s'intéresser aux tendances avant que l'événement n'arrive, ça permet d'anticiper. Mais ces tendances, qu'est-ce qu'elles vont affecter? Ces tendances, elles vont affecter des structures. Là aussi, des structures sociales. Là aussi, des structures économiques. Là aussi, une certaine organisation du monde, finalement. Mais les structures, c'est comme en permaculture, hein, ça se conçoit, ça se design. Donc là, on peut commencer à être proactif. Se dire, tiens, il y a des tendances, qu'est-ce que nous disent les tendances? Comment on peut descendre encore un petit peu plus profond? Et travailler sur les structures. Mais les structures, si elles sont là, c'est qu'elles reposent sur ce qui est tout en bas dans l'iceberg, des schémas mentaux, des croyances. Mais des croyances qu'on ne sait même pas, on n'a même pas conscience que ce sont des croyances. On a toujours vécu dans ce monde-là, on a toujours vécu baigné dans ce système de croyances, donc on n'a pas d'idée que ça puisse être une croyance. Et donc c'est d'essayer de questionner quelles sont les croyances qui sous-tendent finalement l'ensemble des mécanismes, des structures, des systèmes dans lesquels on vit aujourd'hui. Et ça, ce questionnement-là, il est profond. Alors on parle de plus en plus dans les sociétés à mission, de la raison d'être, etc. Mais c'est même encore plus profond que la raison d'être. C'est ce qui vous a poussé à écrire cette raison d'être, encore plus profondément que ça. Donc ça vient toucher quelque chose d'assez personnel souvent, qui peut être lié à notre éducation, notre milieu et d'autres choses. Les schémas mentaux, ça se transforme, ça évolue, c'est un travail qui est long, c'est un travail qui est culturel, c'est un travail qui peut être douloureux, mais c'est un travail pour lequel on a besoin de se parler et d'échanger entre nous aussi. Et peut-être en s'étant posé les quelques questions qu'il y avait juste avant. Un des schémas mentaux, par exemple,
solidement ancrée dans notre société. C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de l'incertain, c'est la peur de ce qu'on ne maîtrise pas. Et quand Descartes écrivait ça, il faut que l'humanité se rende comme maître et possesseur de la nature, et je ne fais pas le procès de Descartes, parce qu'en 1637, imaginez qu'on était au cœur du petit âge glaciaire en Europe, que la médecine était absolument balbutiante, donc on ne pouvait pas soigner les gens, que les systèmes agricoles n'étaient pas très performants, on ne pouvait pas nourrir les gens, donc les gens tombaient comme des mouches de faim ou de maladie. Donc évidemment, l'appel à la raison de Descartes, il est essentiel, il est salvateur. Mais c'est comme Darwin, c'est pas ce qu'a écrit Descartes qui est important finalement, et ce qui est le plus impactant. C'est l'interprétation qu'on fait de ce qu'a écrit Descartes. Nous rendre comme maître et possesseur de quelque chose qu'on voit dans nos sociétés occidentales comme étant extérieur, la nature, qu'on voit comme quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, et qui donc est potentiellement dangereux, hostile, ben ça nous a fait rentrer quelque part dans un schéma mental d'aversion au risque, à l'incertitude, au foisonnement, à l'imprévisible. Et on adore les tableaux de prévision. Et quand on fait une école de commerce ou d'ingénieur, hop, on vous dit, donnez-moi vos tableaux de prévision sur 5 ans. Et vous donnez ça à votre banquier. Mais tout le monde sait que c'est un jeu de dupes. Tout le monde sait que les prévisionnels sont faits pour ne pas être tenus, surtout en ce moment. Je veux dire, il n'y a plus aucun prévisionnel qui tient sur 5 ans. Donc peut-être qu'il va falloir accepter autrement notre relation à l'incertain. Maître et possesseur de la nature, ça veut dire aussi, là, avec le dépassement des limites planétaires, avec le changement climatique, on a complètement percuté le système d'autorégulation planétaire. On a l'impression qu'il ne marche plus, en tout cas de notre point de vue. Et donc, comme il ne marche plus, on va le suppléer, on va le remplacer. On va faire de la géo-ingénierie. On va doper les écosystèmes océaniques en mettant de la limaille de fer dedans, histoire de doper la croissance du phytoplancton. On va envoyer des aérosols dans la haute stratosphère pour filtrer les rayons du soleil, comme ça il fera moins chaud. On rentre dans des délires comme ça, parce qu'on ne contrôle pas ce qui est en train de se passer. Donc on veut reprendre à toute force, à tout prix, le contrôle. Mais ça nous emmène dans quelque chose qui est complètement absurde. Le surfeur, là, est-ce qu'il est maître et possesseur de la vague? Est-ce qu'il contrôle la vague? La vitesse de la vague, la puissance de la vague, la hauteur, la force de la vague? Non. Le surfeur, il interagit avec la vague. Mais la seule chose qu'il contrôle, le surfeur, c'est sa posture. Sa manière dont, en plaçant son poids sur la planche, et il va garder son équilibre. Il tire parti de la puissance de la vague. C'est vrai. Mais la vague, elle ne travaille pas pour le surfeur. C'est lui qui interagit avec la vague. Ben, peut-être que la métaphore qu'on pourrait dire, c'est le surfeur, c'est nous, les humains. La vague, c'est la biosphère, c'est l'évolution du vivant, c'est sa puissance, sa force évolutive qui est absolument incroyable. Et la planche, là, c'est quoi? C'est l'économie, c'est la technologie, c'est les moyens par lesquels nous interagissons avec le vivant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu perdu le contrôle de notre technologie, on a un peu perdu le contrôle de notre économie, en cherchant à contrôler le vivant. Quête sans fin, vaine. Ben, peut-être qu'il faudrait reprendre le contrôle de notre technologie, reprendre le contrôle de notre économie, et laisser, à l'inverse, le vivant s'épanouir, et trouver un autre moyen d'interagir avec le vivant qui le laisse s'épanouir, en apprenant à danser avec l'incertain, avec le vivant, avec le foisonnement, en apprenant à accueillir la diversité, en apprenant à accueillir la variabilité, l'incertain et une certaine part de risque. Mais j'ai une métaphore, ou une histoire même à vous raconter. Il y a beaucoup de parents, je suis sûr, dans cette salle. Imaginez qu'à la naissance de votre enfant, on vous donne une fiche dans laquelle toutes les étapes de sa vie sont décrites déjà. Comme ça, le parcours est balisé, aucun risque. Tout est déjà écrit. Vous imaginez le cauchemar que ce serait? Non, quand on élève un enfant, ben on accepte aussi toutes les incertitudes qui vont avec. Et c'est heureux, et c'est comme ça qu'on vit. Ben peut-être que voilà, ce nouveau rapport au vivant, cette éthique du vivant, elle est d'abord là. Et tiens, puisqu'on parlait de biomimétisme juste avant, vous savez, il y a plein de vidéos qui tournent sur Internet sur la performance du vivant, sur, par exemple, la crevette menthe qui arrive à faire des étincelles sous l'eau tellement il y a une détente rapide de ses pattes avant. Par exemple, les diatomées qui font des structures gravées plus fines que nous, on est capable de graver des semi-conducteurs. Il y a des tas d'exemples qui sont extraordinaires de performance. Le thon qui nage extrêmement vite aussi, tout ça. Mais ce n'est pas l'essentiel, finalement. La question principale à poser au vivant, c'est, tiens, pourquoi es-tu là encore après 4 milliards d'années?
Quels sont les secrets de ta robustesse, de ta résilience, de ta capacité d'adaptation qui font que le vivant s'est toujours redéployé après toutes les crises? Ben, c'est peut-être ça, la question fondamentale. C'est des questions de durabilité, finalement. Pourquoi le vivant est encore là aujourd'hui? Et ben ça, c'est la réponse, elle est dans les principes du vivant. Et appliquer les principes du vivant, c'est certainement une manière de reprendre le contrôle et de laisser le vivant s'épanouir. C'est le surfeur que vous êtes tous. Et ça nous amène dans une logique de dire la compatibilité avec le vivant. La biocompatibilité, c'est ce qu'on fait avec l'éco-conception. On connaît tous. On s'intéresse à l'innocuité des produits qu'on va mettre sur le marché. Mais l'éco-compatibilité, tiens, en termes d'aménagement du territoire, d'infrastructure, on va se poser la question de dire est-ce que notre manière de travailler, de faire, d'interagir avec le territoire est compatible avec la dynamique et la fonctionnalité des écosystèmes, les connectivités, les continuités écologiques, la perméabilité, etc. Mais l'évo-compatibilité, c'est dire est-ce que notre manière d'agir est compatible avec le foisonnement, l'incertitude et l'évolution du vivant. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'arrêter l'évolution, de la ralentir, de l'appauvrir, de la fragiliser, ou au contraire de contribuer à enrichir les potentialités évolutives? Ça, c'est une grande question qui se pose aussi. Mais chaque fois qu'on perd une espèce, on perd tous ses descendants. Chaque fois qu'on appauvrit la diversité génétique d'une population, et c'est le cas par exemple, vous savez qu'en Europe de l'Ouest, on a perdu 80% de la biomasse d'insectes volants, tout taxon confondu. Mais il y a forcément moins de diversité génétique. Et donc ces espèces-là vont moins s'adapter au changement que s'il y en avait plus qu'avant. Donc voilà, se dire que nos décisions d'aujourd'hui impactent l'avenir et vont façonner l'avenir sur un temps humain, un temps de l'ordre de quelques décennies, mais sur des temps qui vont aller bien au-delà aussi, c'est une responsabilité qui nous incombe à nous aussi. Et ça, c'est fondateur de la vraie prospérité. La vraie prospérité, c'est pas l'accumulation de biens, de richesses financières ou même de moyens techniques. La vraie prospérité, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir. Pro, en avant, spéro, bondir. C'est la capacité à bondir dans le futur. La prospérité, c'est une question de confiance. C'est une question de confiance en l'avenir, c'est une question de confiance en nous, et c'est une question de confiance entre nous pour être capable d'aborder l'avenir. Or, regardez, et le petit tour d'actualité qui a été fait juste à l'ouverture de la session est révélateur. Nous ne sommes pas dans une société prospère. Nous sommes dans une société où il y a plus de moyens financiers, technologiques que jamais dans l'histoire de l'humanité, et pourtant nous sommes dans une société qui est bloquée, qui a peur de l'avenir. Ce n'est pas une société prospère, ça. Et peut-être qu'un des enjeux, c'est de reconstruire cette vraie prospérité, et certainement que ça passe en restaurant ces liens de confiance, et certainement que ça passe par un nouveau rapport au vivant, parce que ce rapport au vivant non humain va nous apprendre aussi un nouveau rapport vis-à-vis du vivant humain. Encore une fois, accepter la différence, accepter l'altérité, y compris dans ce cas-là le plus radical, c'est quelque chose qui manque à notre société aujourd'hui. Alors, je vous ai déjà donné quelques outils pour commencer à penser. On va rentrer dans le concret, je vais aller assez vite. Ce sont des outils que vous allez survoler là, mais que vous allez avoir, de toute façon vous aurez les slides, et vous pourrez les utiliser après pour vous. La première chose, c'est tout simplement de se poser la question de où sont vos dépendances et vos impacts vis-à-vis de la biodiversité. Alors, souvent, on me dit, moi je suis en pleine ville, je suis une société de services informatiques ou je suis une banque, je n'ai pas de lien avec la biodiversité. Bah, si, vous avez un lien avec la biodiversité parce que comme tout le monde, vous avez des fournisseurs et comme tout le monde, vous avez des clients. Et donc, vous prenez la chaîne de valeur, le cycle de vie de votre produit finalement, vous remontez ou vous descendez. Et vous vous dites, tiens, à chaque étape du cycle de vie de mon produit, ça marche aussi pour les services. Vous posez la question de en quoi mon client ou en quoi mon fournisseur, lui, il dépend de la biodiversité. Et vous allez trouver des choses, ne serait-ce que par l'énergie dont j'ai parlé et des tas d'autres choses. Et puis, vous allez vous poser aussi la question de en quoi j'impacte la biodiversité. Et là, j'ai mis en colonne les 5 causes d'effondrement de la biodiversité selon l'IPBES, le GIEC de la biodiversité. L'artificialisation et la fragmentation des habitats, les pollutions, la contribution au changement climatique, les prélèvements de ressources, de bois, de sol, de poissons, etc., les surprélèvements, au-delà de la capacité de renouvellement. Et le dernier, c'est les introductions d'espèces envahissantes. Vous savez comment le moustique tigre est arrivé en Europe? Il vous empoisonne, vous aussi.
Non. Il est arrivé avec des cargaisons de vieux pneus, parce que les pneus, c'est un carburant bon marché qu'on va brûler dans les cimenteries, où on a besoin de beaucoup d'énergie. Et vous mettez dans des bateaux qui partent d'Afrique du Nord des pneus, il y a de l'eau, il pleut, les moustiques vont pondre dans cette eau, les pneus sont débarqués au port, en Camargue en particulier, à Fos, bourrés de larves de moustiques qui ne demandent qu'à éclore. On s'est rendu compte de ça, mais trop tard. Donc maintenant, on impose de broyer les pneus avant l'exportation. Il aurait fallu y penser avant. Cette 5e coupe, c'est simplement pour illustrer que l'idée qu'il y a un devoir de vigilance, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas forcément sur des choses connues, on travaille face à l'inconnu, et ça oblige à faire un travail intellectuel assez profond, de se dire, tiens, où sont mes impacts avérés, documentés, mais aussi mes impacts potentiels dans mes process. C'est encore jamais arrivé, mais ça pourrait arriver demain. Donc il y a une vraie analyse de risque à faire, c'est pas neutre. Et après, une fois qu'on a fait ça, parce que là, on n'a rien fait finalement, une fois qu'on a fait ça, on commence à travailler. On va déterminer quels sont les leviers d'action. À chaque croisement, il y a des tas d'histoires à raconter sur l'impact ou le risque, comment on peut éviter ce risque, ou comment on peut réduire l'impact, voire l'effacer complètement. Mais on ne le fera jamais tout seul, je l'ai dit. On le fera avec des partenaires, on le fera avec des scientifiques, on le fera avec des ONG, on le fera avec les agriculteurs, on le fera avec des fournisseurs, voire des concurrents quand on est confronté à la même problématique. Et donc, on va pouvoir identifier les acteurs avec lesquels on va agir. Et donc, dans chaque case, vous voyez que le tableau a l'air relativement simple. On peut mettre beaucoup de choses. Donc ça, c'est un outil que je vous laisse. Sur l'analyse des impacts et dépendances, vous allez trouver des guides très complets, genre le guide ESR qui doit faire 60 pages plus des annexes avec un tableur Excel à télécharger, etc. Vous pouvez le faire, bien sûr. Mais si vous faites déjà ça bien, vous allez aller assez loin quand même. Ce que j'évoquais par là, c'est la relation entre vous, l'entreprise, et la biosphère. Elle peut être directe, évidemment, si vous avez des emprises, si vous avez des activités qui vont exploiter directement des sites naturels ou des ressources naturelles, mais elle est souvent indirecte via vos parties prenantes. Et donc là, l'idée, c'est de trouver le chemin entre vous et le service d'approvisionnement ou le service de régulation. Et vous allez voir que vous allez trouver des chemins qui vous relient directement ou indirectement via vos parties prenantes. Plus compliqué. Je vous le laisse quand même, mais là j'aurais besoin de 2 heures pour l'expliquer. Une chose simple quand même à expliquer. Vous avez 3 colonnes. Les 3 colonnes, la première, c'est vous faites un business plan, vous montez une entreprise, vous lancez une nouvelle offre, vous avez des effets intentionnels. Il y a des choses que vous voulez apporter à votre client, mais aussi, pourquoi pas, si c'est un produit éco-conçu, si c'est un produit équitable à la société ou à l'environnement en général, ou si c'est un produit qui va séquestrer du carbone, par exemple, ça fait partie de vos effets intentionnels. Et puis, vous avez un écosystème, les lignes là, un écosystème client, le client direct, celui qui paye, le bénéficiaire indirect éventuellement, puis le territoire, la société, l'environnement. Vous avez un écosystème fournisseur, l'interne, l'externe, l'écosystème productif, et même l'écosystème contributif, c'est tous les gens avec lesquels vous n'avez pas de contrat, il n'y a pas de flux financier, il n'y a pas d'échange de factures. Et on peut aller jusqu'aux institutions, jusqu'à l'État, jusqu'aux jeunes et ou la société civile, mais on peut aussi imaginer que les écosystèmes fassent partie de cet écosystème contributif. Et puis, pour faire tout cela, vous mobilisez des ressources, matérielles ou immatérielles, que vous allez pouvoir lister et identifier. Donc, une fois, les cases sont petites, il va falloir zoomer pour en mettre beaucoup là-dedans. Mais une fois qu'on a clarifié les effets intentionnels sur tout ce petit monde-là, pour délivrer ces effets intentionnels, un produit ou un service, vous mettez en place des processus et une organisation. Et ces processus, ils ont chacun, eux, des effets non intentionnels. On dit parfois des externalités. Il y a quelqu'un qui va subir l'effet de ce processus. Par exemple, pour livrer un colis, oui, mon client, il est concerné si mon colis arrive à l'heure ou en retard. Donc il faut que le colis arrive à l'heure. Mais pour que le colis arrive à l'heure, peut-être que je vais devoir brûler du carbone, enfin du carburant dans une chaudière, une machine, qui va contribuer à l'effet de serre. C'est pas un effet intentionnel, mais il faut s'obliger à lister tous ces effets intentionnels. Et ces effets, donc, ils vont concerner mon écosystème client, la société, ils vont concerner les acteurs de l'offre, mon écosystème, y compris les écosystèmes contributifs, les écosystèmes, et ils vont concerner les ressources. Est-ce que ça contribue à augmenter ou à diminuer la disponibilité de ces ressources-là pour certaines parties prenantes? Et la dernière colonne, c'est celle de la capture et du partage de la valeur, et c'est là qu'on rentre dans le modèle économique et qu'on rentre dans la gouvernance.
avec qui je suis légitime pour discuter et envoyer une facture pour récupérer une partie de la valeur que mon offre a contribué à créer. Parfois, et le plus souvent, la réponse est évidente. Dans d'autres cas, et on verra que quand on rentre sur des logiques d'économie de la fonctionnalité, par exemple, l'écosystème client, il peut être plus ou moins large et peut-être qu'il va falloir toquer à d'autres portes parce qu'on va créer de la valeur pour des gens qui vont en bénéficier et qui peut-être pourront trouver un intérêt à vous financer et à vous aider à ce que ce service-là soit plus pérenne. Mais cette offre, vous allez la partager, vous allez la redistribuer, évidemment à vos salariés, évidemment à vos fournisseurs, ceux qui envoient des factures, mais peut-être aussi aux écosystèmes. Et une fois que vous avez analysé votre dépendance, vous allez vous dire, tiens, comment je pourrais financer ce fameux réinvestissement dans le capital écologique et à travers qui? Quelles actions je vais pouvoir contribuer à financer? Donc on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'analyse micro-macroéconomique, ou méso-économique, si vous voulez. C'est pour ça que j'appelais ça Penser comme la montagne, en hommage à Aldo Leopold, qui incite à changer de focale pour regarder à la fois plus large et sur des périodes plus longues. Cet outil-là, il aide à réfléchir aussi. Il n'apporte pas des réponses toutes faites, mais encore une fois, il vous aide à vous poser des vraies questions. Et alors, bon, les principes guides, là c'est très fouillis, vous ne voyez rien, je ne vais pas rentrer forcément beaucoup dans le détail. Pas grave, j'en ai déjà dit 2 mots. Bio, éco-compatibilité. Vous aurez les slides aussi, vous le verrez. Bon, c'est des questions de continuité, de maintien des surfaces d'échange. Tiens, on parlait beaucoup des effets de bordure, etc. en permaculture. Comment je maintiens l'intégrité des surfaces d'échange, voire je les enrichis. Et c'est ça qu'on va pouvoir régénérer aussi. Et enfin, l'évo-compatibilité. Allez, il y a encore 2 questions. Les 2 questions qui vont soulever elles-mêmes plein de questions et qui sont assez complexes quand même à traiter. La première, c'est, vous êtes fixé un cap. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez réfléchi à votre futur souhaitable, à votre horizon vers la durabilité, disons en 2030, on veut être régénératif, avoir que des impacts positifs, etc. Maintenant, vous êtes au quotidien, et au quotidien, vous prenez des décisions opérationnelles. Chacune de ces décisions opérationnelles, vous allez les évaluer à l'aune de est-ce qu'elle va contribuer à l'atteinte de ce cap. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que cette décision que vous prenez aujourd'hui, elle va vous ouvrir vos marges de manœuvre futures, en gros, élargir votre champ des possibles, ou est-ce qu'au contraire, elle va vous enfermer dans sa logique et quelque part déterminer l'avenir? C'est ce que j'appelle les décisions ouvrantes ou les décisions enfermantes. Et on sait ça. C'est pas simple à traiter cette question-là. Allez, je prends un exemple très macro. Quand dans les années 50 en Europe et dans les années 30 aux États-Unis, on fait le choix de faire reposer l'essentiel de la mobilité sur de la mobilité individuelle motorisée. Ça suppose des infrastructures adaptées. Ça suppose un aménagement du territoire adapté. Cette simple décision, elle a eu en conséquence, parce qu'il faut créer les conditions pour la mobilité individuelle motorisée, de transformer complètement notre rapport au paysage, notre rapport à l'espace, notre rapport à la spécialisation des espaces aussi, et donc quelque part notre manière de vivre le monde. Et une fois qu'on a créé ce système-là, comme le disait Ivan Illich, la voiture a créé elle-même les distances qu'elle est la seule à pouvoir franchir. On est bien d'accord qu'on est rentré dans une décision enfermante, parce que sortir de cette logique-là est extrêmement difficile aujourd'hui. Je ne suis pas en train de critiquer cette décision-là. Je suis simplement en train de dire que, tiens, on ne s'est pas posé la question de l'évaluation de est-ce que c'est facile d'en sortir ou pas? Quel va être le prix du renoncement si on prend cette décision-là? Est-ce que demain, on aura plus de liberté dans nos décisions à prendre qu'aujourd'hui, on en a? Et il y a des tas de domaines dans lesquels ces questions, fondamentalement, sont extrêmement importantes. Donc c'est à la fois des questions éthiques par rapport à l'impact sociétal ou environnemental que vous allez avoir, mais c'est aussi des questions qui vont concerner votre organisation. Est-ce que j'augmente la capacité d'action et de réaction de mon organisation future? Est-ce que j'augmente son socle de compétences et d'agilité? Ou est-ce qu'au contraire, je le restreins parce que je me suis spécialisé? C'est un peu la question de la robustesse via la performance. On n'est pas très loin. Et voilà ma conclusion, mon mot de la fin, et on pourra prendre comme ça quelques questions. Simplement, Shakespeare qui nous disait, alors c'est dans La Tempête, et c'est d'ailleurs un clin d'œil intéressant, c'est un personnage qui s'appelle Prospero qui dit ça dans La Tempête. Non, qui s'adresse à Prospero. Il y a plus de merveilles, Prospero, en ce monde que nos rêves ne pourront jamais en contenir.
Et je trouve que quand on parle de biodiversité, de conclure par cette citation, là, c'était un clin d'œil intéressant, je trouve. Et en plus, Prospero. Voilà.